Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards. C'est une millésime assez impressionnante. On parle ici de la R1250 RT. RT pour Reise Tourer, ce qui veut dire, autrement dit en allemand, grand voyage. Et il faut remonter en 1987 pour voir venir le concept en Allemagne chez BMW avec à l'époque ce qui était encore uniquement la R100 RT avant que celle-ci ne devienne la R1100 RT puis la R1150 puis la R1200. Et en fait cette R1250 depuis le millésime 2019 qui est en fait quasiment comme le modèle 2018, mais là je parle bien en termes d'esthétique puisque tout le reste a été changé. On retrouve en 2019 comme les GS et comme le Roadster R, le fameux Boxer en 1254 cm3 qui développe désormais 136 chevaux. Et ça, 136 chevaux, notamment quand on parle d'une machine qui fait 279 kg, eh bien c'est nettement mieux. La 1250 RT chez BMW, c'est la machine haut de gamme au sens très valorisante, énorme. Ici à l'arrière on a 985 mm de large, quasiment 1 mètre. En longueur l'empattement fait plus d'1 mètre. C'est gros, c'est l'image même du cadre de 40 ans et on se dit le grand gabarit parce que c'est grand, c'est lourd, on l'a dit, 279 kg et donc on se dit, petit gabarit, c'est pas du tout la machine qu'il faut et c'est également ce que je pensais avant. Mais en fait, la selle, pourtant elle est haute cette selle à 805 mm, cette selle finalement, même si moi en tant que petit motard, je pose à peine les deux pieds à terre, en fait ce qu'il faut reconnaître à la RT, et ce qui est vrai également pour la R ou la GS, c'est que le flat twin il est posé très très bas et donc ça donne un centre de gravité très bas et donc une maniabilité impressionnante. On dit toujours que sur les grosses machines, dès qu'on est à 20 km/h ou 30 km/h, c'est facile. Sur la RT, il n'y a même pas besoin d'attendre 20 ou 30 km/h comme les plus grosses cylindrées. Je pense notamment à la 1600, voire à la 1800 chez Honda. Ici, franchement, c'est très très simple. On n'y pense même pas et on roule. Puis franchement, ce qui est bien avec la 1250, encore une fois avec une RT qui est plus lourde que la version Roadster, c'est le changement de 1200 à 1250 cm3 avec un moteur qui est franchement, c'est même pas volontaire, c'est dynamique. On l'a déjà dit sur la version R, on le retrouve également sur la version GS, mais franchement sur ce modèle, on peut à la fois rouler en 6e sur le dernier rapport en ville à peine plus de 1000 tours minute et à contrario, grimper jusqu'à 100 km/h sur le premier rapport. On l'a vu, BMW en 2019 a mis de l'écran TFT partout. Sur la GS et sur la R, on a des très grands écrans de série, s'il vous plaît. Ici, on a toujours un écran TFT, mais bizarrement, il ressemble un peu plus aux vieux écrans. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie analogique avec le compteur et le compte-tours. Mais au centre, c'est bien un écran TFT. Et puis toujours sur la gauche, sur le commodo gauche, cette fameuse molette qui va vous permettre de choisir toutes les informations à l'ordinateur de bord. Et notamment l'autonomie, la conso instantanée, la consommation moyenne, mais également accéder à tous les réglages et notamment l'ESA ou tout simplement le mode de conduite. Ce qui est impressionnant en fait, c'est la maniabilité de cette machine, surtout quand on descend d'une Casse 1600. Donc c'était intéressant, on venait juste de sortir de l'essai de la Casse 1600 Bagger que vous pouvez retrouver sur le repère également. On passe à la RT et autant on avait l'impression d'un tank avec la Casse 1600, la R1250 RT quand vous la prenez en main, vous vous dites ça va être un peu plus léger forcément parce que ça ne pèse que 279 kg, ce qui est quand même 40 kg de plus que la version Roadster. Mais en fait non. Pire, on a l'impression que la moto tombe en fait sur les premières manœuvres. On se dit, oups, il y a besoin de rien faire. Le guidon se tient à peine avec 2 doigts et la moto tourne toute seule. Ça, c'est assez impressionnant parce que franchement, pour arriver à ce type de maniabilité, il faut plutôt tomber en général sur des roadsters plutôt que sur des grosses GT. Des grosses GT qui vont être très bien toutes droites, qui vont être bien lentes sur l'angle, comme la K1600 encore une fois. Et c'est rarement le cas sur des GT de ce type-là. Franchement, au niveau de la série et du marché, c'est sans doute l'une des machines de cette envergure la plus maniable en ville. Par rapport au Roadster, naturellement on a un petit peu de poids en plus, donc les reprises vont être un petit peu moins rapides et dynamiques. On a plutôt un comportement un tout petit peu plus GT, mais il n'en reste pas moins que la passagère ou le passager doit vraiment s'accrocher derrière. Ça tombe bien, il y a de bonnes poignées, c'est un point important.
En fait, en ville, c'est d'une facilité impressionnante. C'est beaucoup plus facile qu'une K1600 et beaucoup plus facile qu'une Honda Goldwing, malgré la volumétrie. Et tous les propriétaires de RT qui disent en fait c'est un vélo, oui, je confirme, c'est un vélo. La seule chose en fait à laquelle il faut faire attention, comme d'habitude, ce sont les valises. Des valises qui sont très très larges et qui vont vous empêcher en fait de faire de l'interfile comme on le ferait avec un Roadster ou un Trail avec une machine un petit peu moins large. Donc attention à la largeur des valises. L'un des gros points forts clairement du modèle, c'est la capacité à enlever les valises en un demi-tour de clé. Franchement, ça se fait en une demi-seconde. Et puis malgré tout, la ligne de la moto reste sympathique. Et bien maintenant, quand on s'engage sur autoroute, à vitesse légale, on tourne juste à 4500 tours minute, ce qui est rien. On est à moins de la moitié du régime maximal de la RT. Ça, c'est assez impressionnant. Quand on est à 150 km/h, on est encore que légèrement au-dessus des 5000 tours. Et à 180 km/h, vous sentez rien. C'est assez impressionnant. Et vous êtes juste à 6000 tours, donc simplement aux 2/3 de la machine, qui peut largement dépasser les 200 km/h. Et le pire, c'est que ça a une stabilité impressionnante. Même, je trouve personnellement que la stabilité de cette machine en mode dynamique ou en mode road en termes de conduite et d'amortissement est nettement supérieure par rapport à la K1600. Une K1600 qui louvoyait où l'avant était un petit peu flou dès qu'on montait un petit peu vite. Ici, ça reste un rail et pour autant, il y a encore de la maniabilité. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les grandes courbes et que vous percevez au dernier moment que cette grande courbe a un petit peu tendance à se refermer au dernier moment ou qu'il y a une voiture qui se traîne sur votre grande courbe à 80 km/h, un petit coup sur le guidon, la moto s'incline immédiatement, vous reprenez votre trajectoire et ça continue. Franchement, c'est impressionnant et point non négligeable, c'est la bulle. En général, j'ai un vrai problème avec les bulles parce qu'elles peuvent protéger du vent, mais elles génèrent plein d'infrasons avec du bruit qui arrive ici entre la bulle et le casque. Ici, on a fait le test entre la K1600 et la K1250 RT. Même casque, même route, même conditions de route. Avec la K1600, j'avais des gros infrasons derrière la bulle qui obligeaient vraiment à la baisser parce que si on était protégé du vent, on se prenait vraiment beaucoup de son dans les oreilles. Ici, la bulle est juste royale, c'est-à-dire qu'on la monte, on n'entend plus rien derrière, donc on peut cruiser tranquillement à 180 voire 200 km/h, tranquille, confort, sans bruit, voire limite en écoutant la radio. On a parlé de l'extrême maniabilité de la machine en ville, on a parlé de sa capacité à être très stable sur autoroute. On va voir le meilleur des deux mondes sur les départementales. En fait, on va même avoir l'impression par une K1600 que la machine est très très facile. Alors ça ne vaut pas le Roadster, ça ne vaut pas la 1250R, mais en attendant, vous faites les petites routes de montagne ici, même pour les petits gabarits de façon très très simple. Franchement, la moto se place sans aucun effort sur le guidon, encore une fois grâce à un centre de gravité très bas. Franchement, c'est un vrai régal et le moteur est disponible partout. Donc si vous n'êtes pas à l'aise et vous vous dites qu'en 6e, ça sera peut-être un petit peu juste. Si vous faites des épingles à 40 km/h, vous descendez d'un ou deux rapports, ça repart immédiatement. Et là, c'est le vrai plus, à mon sens, de la version 1250 par rapport à l'ancienne version 1200. Et s'il y a bien quelque chose d'indispensable sur une machine qu'une grande voyageuse comme la RT, voire une K1600, c'est le régulateur. Il est hyper confortable. Il se déconnecte très facilement, soit via la poignée d'embrayage, soit en décélérant dans l'autre sens au niveau de l'accélérateur. Le seul point de reproche que je fais, c'est que autant c'est très souple et très agréable quand on utilise l'embrayage ou la poignée. Par contre, quand on prend les freins pour le faire, le freinage, il est vraiment très violent, beaucoup plus violent que si on était à cette vitesse-là en freinant. Voilà, j'aimerais bien que tout soit homogène à ce niveau-là sur cette BM. Côté freinage, j'avais déjà vanté le freinage impressionnant de la 1250R version Roadster. On retrouve exactement un double disque de 320 mm à l'avant et un simple disque à l'arrière, un ABS Pro de série, s'il vous plaît. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'à l'arrière, on a un vrai frein. Donc déjà, ça, c'est suffisamment rare pour le signaler. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous avez une conduite cool et enroulée, le frein arrière vous suffira dans la majeure partie des occasions. Pour autant, il ne va pas bloquer à l'arrière. Et alors le frein avant a juste ce feeling et cette puissance idéale, c'est-à-dire que vous ne vous faites pas peur et ça ne freine pas directement. Mais ça freine fort, sec si c'est nécessaire, notamment en ville ou voire si vous arrivez un petit peu trop vite en sortie d'autoroute et que la vitesse descend rapidement. Donc franchement, pour moi, l'équilibre du freinage de cette R250 RT est juste tip top.
Côté consommation, BMW annonce un 4,7 litres au 100 km en consommation régulée. Bon, objectivement, en ville, on va plutôt être aux environs des 5 litres et demi. Sur autoroute, dès qu'on est aux vitesses légales, on va se stabiliser aux environs des 7 litres au 100 km. Ce qui fait qu'en moyenne, on va se trouver juste pile poil en dessous les 6 litres au 100, 5, 8, 6 litres. Ce qui va vous permettre d'avoir une autonomie globale de 400 km en moyenne, voire un petit peu moins si vous attaquez sur les petites routes de montagne. Et si vous êtes très cool, un tout petit peu plus, parce que on l'oublie, mais il y a quand même un réservoir là-dedans de 25 litres. L'éclairage, franchement, de nuit, il est impressionnant. En feu de croisement, si on le met en plein phare, ça illumine vraiment la nuit. Donc c'est très rassurant, d'autant plus qu'on s'est fait des petites routes de campagne vraiment de nuit où on ne voyait rien, aucun éclairage. Et là, vous êtes en toute confiance, sauf il faut faire attention au gibier quand on passe. Maintenant, ces fameuses valises, elles contiennent non seulement pour partir largement avec tout ce qu'il faut en week-end, mais on peut même y loger un intégral de chaque côté, voire un modulable. Donc ça, c'est un point non négligeable parce que dans les valises, c'est assez rare, et notamment sur la 1250R qu'on avait essayé en voyage, dans les valises d'appoint qui étaient mises avec, on ne les logeait pas. Donc ici, on les loge, c'est bien, et c'est fait pour ça. Il y a également des vides-poches, ce qui n'est pas de série sur l'ensemble des machines BMW. Et les petits détails, c'est naturellement les ports USB qui vont permettre de recharger à l'intérieur de ces fameux vides-poches vos smartphones. Il y a une prise pour se brancher à l'avant, mais on retrouve également une prise pour se brancher à l'arrière. Donc bref, ici, vous allez pouvoir rester connecté en permanence. Côté passager, la RT, c'est encore du bonheur. Alors comparativement à la K1600, on va dire que la K1600 c'était vraiment le fauteuil club parce qu'on sent une selle moelleuse, vraiment on est dans un canapé. Là, la selle est ferme, mais en fait on fait d'une traite des centaines de kilomètres et on est toujours impeccable. Les poignées, comme sur tous les roadsters BMW, sont très bien placées et en plus celles-là sont ni trop grosses ni trop petites, franchement elles sont impeccables en ergonomie. Au niveau des jambes, pour un petit gabarit ou même un grand gabarit, on va dire que la position est très confortable, c'est pas trop plié, on n'est pas gêné par le pilote devant. Et c'est vrai, je rajoute aussi, la bulle est vraiment géniale parce que souvent quand on est derrière, le pilote est peut-être protégé, mais le passager sent les vibrations du casque du pilote. Et là, il n'en est rien, on n'entend rien, on est impeccable. On peut vraiment faire un Paris-Marseille en une fois. Que dire en conclusion de cette 1250 RT ? C'est juste une machine fantastique. On le croirait presque un spot publicitaire. Mais franchement, elle allie à la fois la maniabilité dont on a besoin en ville qui serait presque égale à un scooter. J'exagère naturellement, mais franchement, c'est un vélo. Et puis c'est une grande voyageuse, bien plus grande voyageuse qu'un roadster. On peut rouler très vite, très fort, très longtemps. Donc si vous avez l'intention de partir en Allemagne longtemps avec madame ou un passager derrière, vous allez pouvoir faire beaucoup de kilomètres. Le seul point et le seul bémol derrière tout ça, c'est le prix. BMW nous annonçait initialement une machine qui commençait à 19 700 €. En fait, actuellement, sur le configurateur, on le trouve à 19 820 €. Et naturellement, une BMW, ce n'est pas une BMW toute seule, c'est une BMW avec les options. Et si vous prenez le full package des options, vous arrivez sur une machine qui monte à 29 000 €, rien que ça. Alors, toutes les options ne sont pas nécessaires. Moi, personnellement, sur cette machine d'essai, il y a les options pack 719 qui valent juste 1 795 €. Excusez du peu. Tout ça pour un petit peu de déco sur le liquide de frein. Et puis ici, c'est très joli, mais c'est aussi très cher. Par contre, le Shifter Pro, ça, c'est une vraie nécessité. Les options chauffantes, etc., ça aussi, ce sont des nécessités qui vous rendront juste la vie plus agréable. Et puis ce qu'il faut voir, c'est qu'une machine BMW se revend bien en occasion avec ses options et ça vous garantit donc d'avoir le minimum de décote. Donc encore une fois, cette machine, c'est son moteur, sa capacité de voyageuse, sa maniabilité et puis le plus gros, c'est toujours le prix parce que mine de rien dans la concurrence, on peut voir descendre sur une Z1000 SX, voire une FJR 1300. Chez les Japonais, ces modèles-là sont beaucoup moins chers pour entre guillemets la même utilisation. Maintenant, encore une fois, ici BMW a bien réussi son coup, une machine qui a 30 ans, qui a fait ses preuves et qui pourra vous donner beaucoup de plaisir.
Eh bien, si vous avez aimé cet essai, eh bien, un petit like, un petit pouce vers le haut, eh bien, ça nous fera très plaisir. Et si vous découvrez la chaîne pour la première fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner avec un petit clic en bas à droite. On sort 1 à 2 essais par semaine. Les essais 2019 cette année, mais bien sûr, on va commencer à parler des essais des millésimes 2020 à partir du mois d'août. Donc ça va arriver très vite. Il y a encore plein d'essais à venir. Et en dehors des essais, vous retrouverez également sur la chaîne des reportages, des visites d'usine, de l'essai d'équipement. Donc merci encore de nous suivre, à bientôt, ciao.